On dit que lorsqu'on perd tout, on se retrouve soi-même. Je n'y avais jamais cru jusqu'à ce que je me retrouve dans une maison vide, les clés à la main, à regarder la famille de mon fils emballer son dernier carton dans un camion de déménagement. 66 ans, et j'apprenais enfin ce que signifiait être libre. Mais laissez-moi commencer par le début. Car cette histoire ne parle pas de vengeance, mais de ce qui se passe lorsque la gentillesse devient une arme, lorsque l'amour devient une cage et lorsque le silence se brise enfin. Je m'appelle Margot. Pendant 38 ans, j'ai enseigné l'art à des enfants qui voyaient le monde avec des couleurs dont j'avais oublié l'existence. Des couchers de soleil à l'aquarelle qui se transformaient en or violet. Des maisons au crayon de couleur dont la fumée s'échappait des cheminées comme des prières. Des arbres peints au doigt qui poussaient à l'envers parce que pourquoi pas? Je croyais aux belles choses. Naïve, peut-être, mais je croyais que la famille était la plus belle chose au monde. Lorsque mon mari André est décédé il y a 3 ans, le monde est devenu sépia. Tout a perdu son éclat. Notre petit appartement semblait trop calme, trop vide, trop rempli de son absence. C'est alors que mon fils Nicolas m'a appelé. « Maman, viens vivre avec nous. On a besoin de toi. La maison est trop grande, et Marie aurait bien besoin d'aide avec le petit Jules. » Marie, ma belle-fille. 28 ans, avec des yeux comme ceux des matins d'hiver, beaux, mais froids. Elle avait été assez polie lors des réunions de famille, mais il y avait toujours quelque chose de calculateur dans son sourire. Quelque chose qui me donnait l'impression d'être mesuré. Mais Nicolas était mon seul enfant. Jules était mon seul petit enfant. Et le deuil donne soif de connexion, même lorsque cette connexion s'accompagne de conditions qu'on ne voit pas encore. J'ai donc vendu notre appartement. J'ai emballé mes peintures, mes toiles, mes souvenirs de toute une vie dans des cartons qui rentraient dans leur garage. Je me suis dit que j'aidais. Je me suis dit que j'étais désiré. La maison était magnifique. 3 étages en pierre couleur crème dans un quartier calme de Lyon. Nicolas avait travaillé dur pour se la permettre. Il dirigeait un petit cabinet d'architecture et Marie travaillait à temps partiel dans une boutique. Ils avaient fait des pieds et des mains, mais c'était la maison de leurs rêves. Elle allait devenir ma prison. Au début, tout semblait une bénédiction. Jules avait 7 ans, les dents écartées et curieux, toujours à se demander pourquoi les nuages bougeaient ou si les oiseaux rêvaient. J'allais le chercher à l'école, je l'aidais à faire ses devoirs, je préparais le dîner pendant que Nicolas et Marie travaillaient tard. « Maman, tu es une bénédiction », disait Marie en m'embrassant sur la joue et en attrapant son sac à main pour une autre soirée. « Jules t'adore. On ne pourrait pas faire ça sans toi. » Et j'étais rayonnante. Je me sentais à nouveau utile. Indispensable. Mais l'utilité, j'ai appris, a tendance à devenir une attente. Et l'attente a tendance à se transformer en ressentiment lorsqu'elle n'est pas satisfaite. Le premier signe était léger. Marie a arrêté de dire merci quand j'avais préparé le dîner. Puis elle a arrêté de me demander si ça me dérangeait de surveiller Jules le week-end. Puis elle a arrêté de me poser des questions. Margot, on n'a plus de lait, est devenue sa salutation habituelle. Margot, Jules a besoin que son maillot de foot soit lavé. Margot, la salle de bain à l'étage a besoin d'être nettoyée. Jamais s'il te plaît. Jamais merci. Jamais reconnaissance d'être une personne, pas un service. J'ai commencé à tenir une liste mentale de tout ce que je faisais dans une journée. Me lever à 6 heures pour préparer le petit déjeuner de Jules. Préparer son déjeuner. L'accompagner à l'école. Faire les courses. La lessive. Le ménage. Cuisiner. Aider aux devoirs. Histoire du soir. Tous les jours. 7 jours sur 7. 52 semaines par an. Et lentement, silencieusement, j'ai commencé à disparaître. La maison comptait 5 chambres. Nicolas et Marie occupaient la suite parentale, d'immenses fenêtres donnant sur le jardin, un dressing, une salle de bain attenante avec une baignoire sur pied. On m'avait attribué la chambre d'amis au 2e étage. Plutôt agréable, avec vue sur la rue et ma propre petite salle de bain. Mais les chambres d'amis sont réservées aux invités. Et les invités finissent par partir. 18 mois après mon emménagement, les parents de Marie sont venus lui rendre visite depuis Marseille. Sa mère, Claudette, se remettait d'une opération de la hanche. Son père, Henri, était atteint d'Alzheimer à un stade précoce. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin de soins.
Ils avaient besoin de ma chambre. C'est juste temporaire, expliqua Marie sans vraiment me regarder dans les yeux. Un mois, peut-être 2. Maman a besoin d'être près de la salle de bain, et papa se perd dans les nouveaux endroits. Tu comprends? J'ai hoché la tête, car que pouvais-je faire d'autre? J'ai déménagé mes affaires dans la petite chambre du 2e étage, celle qui avait été conçue comme un espace de rangement. Aucune vue, si ce n'est le mur de briques du voisin. Pas de salle de bain attenante. Pas de place pour mon chevalet. Le « temporaire » est devenu permanent. Claudette et Henri se sont installés dans ma chambre comme s'ils y avaient toujours vécu. Claudette a réorganisé mes meubles, accroché ses propres rideaux, rempli ma salle de bain de leurs médicaments et produits d'hygiène. Je vivais au grenier comme un parent oublié. Ce que j'étais, je suppose. Avez-vous déjà remarqué que les abus se produisent par paliers? Comme une grenouille dans l'eau bouillante, dit-on. On ne s'en rend compte que trop tard. Marie a arrêté de m'inclure dans les décisions familiales. Les projets de dîner. Les horaires de vacances. Les activités scolaires de Jules. J'apprenais l'existence des réunions parents-professeurs par Jules lui-même, où je découvrais qu'il l'avait inscrit à des cours de violon lorsqu'il en parlait avec désinvolture. Pourquoi personne ne m'en a parlé? Demandai-je. Je croyais que Nicolas l'avait mentionné, répondait Marie en haussant les épaules. Est-ce important? De toute façon, tu es toujours disponible. Toujours disponible? Voilà ce que j'étais devenue. Pas une personne avec des désirs, des besoins ou des sentiments. Juste une ressource. Toujours là, toujours prête à être ignorée. L'aspect financier était le plus cruel. Quand j'ai emménagé, Nicolas m'a suggéré de contribuer aux dépenses du ménage. Juste les charges et les courses, maman. Rien de bien grave. Mais les charges sont devenues des mensualités. Les courses sont devenues des impôts fonciers. Juste cette fois, est devenue mensuelle. Ma pension, mes économies, le travail de toute une vie, tout cela s'écoulait dans leur maison de rêve pendant que je vivais au grenier. Et quand Claudette et Henri ont emménagé, leurs dépenses sont devenues les miennes aussi. 4 adultes, un enfant, tous vivant de ma générosité tout en me traitant comme une employée. J'ai recommencé à peindre, tard le soir dans ma chambre exiguë. Des tableaux en colère. Des tableaux sombres. Des toiles couvertes de nuages d'orage, des pièces vides et des portes qui ne menaient nulle part. Jules me trouvait parfois assise par terre, les mains tachées de peinture. « Grand-mère, pourquoi peins-tu des tableaux si tristes ?» Parfois, lui disais-je, on peint ce qu'on ressent intérieurement. Que ressens-tu intérieurement? Je regardais son visage innocent, les yeux de son père, et je mentais. Rien, mon petit. Grand-mère expérimente juste avec les couleurs. Mais ce que je ressentais disparaissait. S'effaçait. Devenait de plus en plus petit jusqu'à n'être plus qu'une ombre dans ma propre vie. La fin est arrivée un mardi matin de mars. J'habitais le grenier depuis 8 mois. 8 mois à me sentir étrangère dans ce qui était censé être ma maison. En descendant, je trouvais Marie en train de réaménager la cuisine. Mon étagère à épices, celle que j'avais apportée de mon appartement, celle qu'André m'avait construite, avait disparu. Remplacée par ces boîtes magnétiques modernes. « Où sont mes épices ?» demandai-je. « Je les ai jetées, » dit-elle sans lever les yeux. Elles étaient vieilles, et les boîtes ne collaient pas avec l'esthétique. 40 ans de collection. Du safran de Provence. Des herbes de mon jardin. Des épices qui portaient le souvenir de repas partagés, de fêtes cuisinées, d'amour infusé dans chaque plat. Elles étaient à moi, dis-je doucement. Elles encombraient la cuisine. C'est ma cuisine, Margot. Je dois vivre ici. Ma cuisine. Elle devait vivre ici. Je restais là, à la regarder ranger ses boîtes parfaites et stériles, et quelque chose en moi finit par craquer. Pas cassé, mais craquelé. Comme de la glace sur un étang, une toile d'araignée qui s'étend jusqu'à ce que toute la surface soit sur le point de céder. C'est ma maison, dis-je. Elle me regarda alors, me regarda vraiment, et rit. Elle rit vraiment. Ta maison? Margot, tu vis dans la chambre d'amis. C'est la maison de Nicolas. Notre maison. Tu aides juste. Juste aider. 66 ans, et j'aidais juste. C'est là que j'ai su. Limpide, comme si je sortais du brouillard pour entrer dans la lumière du soleil.
Je n'étais pas de la famille ici. J'étais une ressource. Une commodité. Une domestique à domicile qui payait pour le privilège d'être ignorée. Je n'ai pas fait mes valises de manière spectaculaire. Je n'ai pas claqué les portes ni fait de discours. Les révolutionnaires coupent les ponts, mais je ne suis pas une révolutionnaire. Je suis une professeure d'art qui s'est enfin rendue compte qu'elle est aussi une femme avec des droits de propriété et une dignité. J'ai fait mes valises pendant leur absence. Nicolas au travail, Marie à sa boutique, Claudette et Henri à leur rendez-vous chez le médecin, Jules à l'école. Juste moi, la maison qui résonnait et le bruit de mes pas. J'ai pris mes vêtements, le matériel artistique qui me restait, les quelques photos qu'il n'avait pas rangées. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine qui n'était pas la mienne, expliquant que j'allais rester quelque temps dans ma vieille maison à la campagne. Celle que j'avais héritée de ma mère, celle qui était restée vide parce que j'avais choisi de vivre chez ma famille. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, ai-je écrit. Je t'appellerai bientôt. Je n'ai pas précisé que j'avais déjà appelé mon avocat. La maison de campagne était plus petite. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine ouverte sur un salon avec des fenêtres donnant sur le jardin. Elle avait besoin de travaux, le toit fuyait, le papier peint se décollait, le jardin était envahi par la végétation. Mais elle était à moi. Complètement, légalement, émotionnellement à moi. Je l'avais achetée avec André il y a 30 ans, pensant que nous y prendrions notre retraite. Après sa mort, je n'ai pas supporté d'y aller. Trop de souvenirs, trop de silence. Mais maintenant, en parcourant les pièces qui contenaient encore nos meubles, nos livres, nos rêves, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. La première nuit, j'ai dormi dans la chambre principale pour la première fois en 3 ans. Mon lit. Mon oreiller. Mon espace. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres que je pouvais ouvrir et fermer à ma guise. J'ai préparé du café dans ma cuisine, avec des épices que j'avais cachées avant que Marie ne les jette. Je me suis assise dans mon jardin, réfléchissant à ce que j'allais planter, restaurer, embellir à nouveau. Nicolas a appelé le 3e jour. « Maman, Marie m'a dit que tu avais laissé un mot. Que se passe-t-il? Quand rentres-tu? » Je suis rentré, ai-je dit. Tu sais ce que je veux dire. Jules te demande. On a besoin de toi ici. Besoin? Ce mot était de nouveau là. Mais cette fois, je l'ai entendu différemment. Non pas comme une validation, mais comme une exigence. Je prends un peu de temps, ai-je dit. Je t'appelle bientôt. Mais je n'ai pas appelé bientôt. J'ai appelé mon avocat. Il s'appelait Bernard et s'était occupé de la succession d'André. Cheveux argentés, yeux doux, le genre d'homme qui comprenait que le droit de la famille n'est pas qu'une question d'argent, mais de dignité. Parlez-moi de la maison, a-t-il dit. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais vendu mon appartement et contribué à leur prêt immobilier. Comment je payais les charges, les courses et les impôts fonciers. Comment on m'avait dit que c'était une aide, mais on ne m'avait jamais donné de participation légale dans la propriété. Et la maison est au nom de qui? À Nicolas et Marie. Bernard hocha la tête, prit des notes, posa des questions précises. Puis il sourit. Margot, tu as peut-être été naïve concernant la famille, mais tu ne le es pas concernant les papiers. Tu as contribué à cette maison pendant 2 ans. Tu as des reçus, des relevés bancaires, des justificatifs de chaque paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une créance. Une créance importante. Tu as contribué au remboursement du prêt immobilier en tant que corésidente dans l'espoir d'obtenir la résidence permanente. En droit français, cela te donne certains droits. Des droits. J'avais oublié que je les avais. Mais surtout, continua Bernard, tu es propriétaire de cette maison. Pas d'hypothèque, pas de dette. Tu pourrais la vendre demain et acheter quelque chose plus près de chez eux. Ou tu pourrais leur faire une offre irrésistible. Les racheter. Devenir l'unique propriétaire. Puis décider qui y habitera. L'ironie était délicieuse. J'avais vécu comme locataire dans une maison que je payais, tout en étant propriétaire d'une maison que je pouvais utiliser comme levier. Combien de temps cela prendrait-il? Pour les racheter? Avec ta situation financière et leur endettement? 3 mois, peut-être 4. Je repensais au rire de Marie.
à mes épices à la poubelle, à vivre au grenier pendant que des inconnus dormaient dans mon lit. Vas-y, dis-je. Pendant que Bernard faisait ses prouesses juridiques, je travaillais sur les miennes. La maison de campagne est devenue mon projet, ma passion, ma résurrection. J'ai réparé le toit moi-même, en regardant des vidéos YouTube et en me renseignant sur les gouttières et les bardeaux. J'ai décollé le papier peint et peint chaque pièce avec des couleurs qui me plaisaient. Des jaunes doux, des bleus chauds et des verts sauges qui me rappelaient les peintures d'enfance de Jules. J'ai rejoint le club de jardinage local, où des femmes de mon âge partageaient graines, histoires et recettes. J'ai commencé à donner des cours d'art au centre communautaire, travaillant avec des adultes qui avaient toujours voulu peindre mais n'en avaient jamais eu le temps. Je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir la femme de ménage de quelqu'un. Nicolas appelait toutes les semaines, puis tous les jours. Les conversations suivaient un schéma. D'abord la confusion. « Maman, quand rentres-tu » Puis l'inquiétude. « Marie dit que tu ne la rappelles pas. » Puis le désespoir. « Jules pleure pour toi tous les soirs. » « Je ne reviens pas » lui ai-je finalement dit lors d'un de ses appels. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, je ne reviens pas pour être ta femme de ménage bénévole. Je ne reviens pas pour vivre au grenier. Je ne reviens pas pour être traité comme un meuble. » « Maman, tu dramatises. On ne t'a jamais traité comme un meuble. » « Quand as-tu demandé comment j'allais pour la dernière fois ?» Silence. « Quand m'as-tu remercié pour quelque chose pour la dernière fois ?» Plus de silence. « Quand m'as-tu associé à une décision familiale pour la dernière fois ?» « Tu es ridicule » dit-il d'une voix hésitante. « Vraiment ? Nicolas, c'est moi qui t'ai élevé. Je connais la différence entre amour et commodité. Et ce que tu m'as donné, ce n'est pas de l'amour. » Bernard appela un mercredi de juin. « C'est fait, dit-il. Les papiers sont déposés. Tu possèdes maintenant 60% de leur maison. » 60%? Tu y as contribué pendant 2 ans. Remboursements hypothécaires, impôts, charges, entretien. Légalement, tu es copropriétaire. Et comme ils ne peuvent pas te racheter, ils doivent vendre. Ou tu peux les racheter. Ce qui, vu ta situation financière et leur endettement, ne sera pas difficile. J'étais assise dans mon jardin, téléphone à la main, à regarder les abeilles travailler parmi la lavande que j'avais plantée. De si petites créatures affairées, concentrées sur leur mission, prenant ce dont elles ont besoin pour survivre. Combien de temps ont-ils? 6 mois pour vous racheter ou accepter votre offre de rachat. S'ils refusent les 2 options, le tribunal ordonnera la vente de la maison. 6 mois. 6 mois pour qu'ils comprennent ce que cela représente de perdre le contrôle de leur situation. Je n'étais pas cruelle. J'étais juste. Marie appela la première. Pas Nicolas, Marie. Sa voix était différente. Plus faible. Margot, que se passe-t-il? Nicolas dit que tu essaies de prendre notre maison. Je n'essaie pas de prendre quoi que ce soit. Je revendique ce qui m'appartient légalement. Mais nous avons un enfant. Nous avons une famille. Moi aussi. Et tu m'as fait me sentir étrangère. On a toujours apprécié. Marie, arrête. On sait toutes les deux que ce n'est pas vrai. Tu as jeté mes épices. Tu m'as installé au grenier. Tu m'as fait payer les dépenses de tes parents tout en me traitant comme une employée. J'étais stressée. Maman était malade, papa était perdu. Je ne voulais pas. Tu étais sincère. Tu étais sincère. Et maintenant tu en subis les conséquences. Pleura-t-elle alors? De vraies larmes, pas les larmes manipulatrices qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. De vraies larmes de panique et de peur. Que veux-tu de nous? Je veux que tu comprennes ce que l'on ressent lorsqu'on est impuissant chez soi. Je veux que tu comprennes ce que l'on ressent lorsqu'on voit son avenir décidé par quelqu'un d'autre. Je veux que tu comprennes ce que tu m'as fait. Et après? Et après, on verra. Ils sont venus me voir en août. Tous sauf Claudette et Henri, qui avaient finalement emménagé en résidence médicalisée. C'est incroyable la rapidité avec laquelle cela s'est produit une fois que Marie a compris qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'eux sans mon argent. Jules a couru vers moi en premier, me prenant par la taille comme avant. J'avais 9 ans maintenant, j'étais plus grand, mais j'étais toujours mon petit peintre. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Pourquoi nous as-tu quittés?
Je me suis agenouillée à sa hauteur, regardant son père dans les yeux, son jeune visage. Parfois, mon petit, les gens ont besoin de se souvenir de qui ils sont. Et parfois, ils ont besoin de partir pour se souvenir. Mais tu t'en es souvenu. Tu peux revenir maintenant. Une logique si simple. Un amour si pur. Il a failli briser ma détermination. Marie resta en retrait, incertaine. Elle avait maigri, paraissait plus âgée. Le stress a cet effet. Nicolas se tenait à côté d'elle, les mains enfoncées dans les poches, ressemblant au petit garçon qu'il était lorsqu'il avait cassé un objet de valeur et attendait son jugement. La maison est magnifique, dit Marie en parcourant mon petit salon du regard. C'est tellement paisible. Elle est à moi, dis-je simplement. Chaque recoin, chaque décision, chaque souffle que je prends ici, il est à moi. Maman, dit Nicolas, il faut qu'on parle de cette situation. Non, pas du tout. Mon avocat doit parler au tien. J'ai besoin de vivre ma vie. Et Jules? Ah, la voilà. L'arme qu'ils avaient toujours utilisée. La carte du petit enfant. Et lui? Il t'aime. Il a besoin de toi. Il a besoin de stabilité. Il a besoin de parents qui n'utilisent pas leur enfant comme chantage affectif. Il a besoin d'un foyer qui ne soit pas financé par le sacrifice de quelqu'un d'autre. Marie s'avança alors, et je vis dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ni froideur, ni calcul. De la peur. Margot, s'il te plaît. On ne peut pas se permettre de déménager. On ne peut pas se permettre de te racheter. On ne peut rien se permettre sans ton aide. Alors tu aurais dû penser avant de décider que j'étais jetable. On n'a jamais pensé que tu étais jetable. Tu m'as installé au grenier. Tu as jeté mes affaires. Tu as pris des décisions concernant mon petit enfant sans m'inclure. Tu m'as traité comme une domestique à domicile qui payait pour ce privilège. Comment appelles-tu ça? Silence. Un long et pesant silence. Jules me tira par la manche. Grand-maman, es-tu en colère contre papa et Marie? Je le pris dans mes bras et l'installai sur mes genoux. Non, mon petit. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste marre. Marre d'être petite. Marre d'être invisible. Marre d'être prise pour acquise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grand-maman apprend à être heureuse. Et parfois, apprendre à être heureuse implique de faire des choix difficiles. Bernard a appelé en septembre. Ils veulent négocier. Je t'écoute. Ils te proposent de te rendre ta chambre. La suite parentale. Ils vont déménager dans la chambre d'amis. J'ai ri. J'ai même ri aux éclats. Après 18 mois au grenier, ils me proposent la suite parentale de la maison que je paie. Ce n'est pas tout. Ils te proposent de participer aux décisions familiales. Un droit de regard égal sur les affaires du ménage. Un droit de regard égal sur ma propre maison. Margot, je dois te conseiller. C'est une offre généreuse. Beaucoup de familles la trouveraient équitable. Bernard, as-tu des enfants? 2 filles. Accepterais-tu la charité de leur part? Voudrais-tu vivre dans leur maison en suppliant, reconnaissant de la chambre qu'ils décideraient de te donner? Non. Alors ne me demande pas de l'accepter non plus. J'ai fait ma contre-offre en octobre. Je leur rachèterai la totalité de la maison à leur juste valeur marchande. Ils auraient 60 jours pour trouver un autre logement. Mais où allons-nous aller? A demandé Marie lors de notre dernier appel. Ce n'est plus mon problème. Mais Jules ira bien. Les enfants s'adaptent. Ce sont les adultes qui s'accrochent à des situations qui ne leur servent pas. C'est cruel, Margot. Non, Marie. La cruauté, c'est faire en sorte que quelqu'un se sente sans abri chez lui. La cruauté, c'est prendre la générosité de quelqu'un et la transformer en obligation. La cruauté, c'est faire disparaître quelqu'un morceau par morceau jusqu'à ce qu'il oublie son existence. On n'a jamais voulu dire. Tu étais sincère. Tu pensais juste que je ne t'appellerais jamais. La ligne s'est tue. Puis, tout doucement, Marie a dit, je suis désolée. Je crois que tu le crois. Mais être désolé ne me rend pas 2 ans de ma vie. Être désolé ne me rend pas ma dignité. Être désolé ne me fait pas oublier ce que c'était que d'être rien chez soi. Que attends-tu de nous?
Je veux que tu signes les papiers. Je veux que tu trouves ta place. Je veux que tu apprennes ce que signifie voler de ses propres ailes. Et après? Et après, on verra quelle relation on peut construire. Une où je ne sois pas ton filet de sécurité. Une où je ne sois pas ta main-d'œuvre gratuite. Une où je ne sois pas ton plan de secours. Ils sont venus chercher leurs affaires en novembre. Depuis mon jardin, j'ai regardé Nicolas et Marie charger des cartons dans un camion de location. Jules a aidé à porter ses jouets, le visage grave sous le poids de la monnaie. Je leur avais donné 3 mois au lieu de 2. Non pas par gentillesse, mais parce que je n'étais pas cruel. Il y a une différence. La maison en ma maison était vide, à l'exception des meubles que j'avais apportés. La table de la cuisine où j'avais aidé Jules à faire ses devoirs. Le canapé où je lui avais lu des histoires. Les lits que j'avais faits tous les matins pendant 2 ans. Marie a frappé à ma porte avant leur départ. La maison est à toi, a-t-elle dit en me tendant les clés que j'avais payées mais que je n'avais jamais reçues. Elle l'a toujours été, ai-je dit en les prenant. Qu'en feras-tu? Vivre. La faire mienne. La remplir de gens qui veulent être là, pas de gens qui doivent être là. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Jules veut me dire au revoir. Mon petit-fils est apparu à côté d'elle, petit et incertain. Grand-mère, on te voit. Bien sûr, mon petit. Mais les choses seront différentes maintenant. Différents comment? Différents comme, quand tu viendras nous rendre visite, ce sera par envie, pas par obligation. Différents comme quand on passera du temps ensemble, ce sera spécial, pas ordinaire. Différent comme grand-mère sera grand-mère, pas la dame qui vit au grenier. J'aimais bien quand tu vivais avec nous. Je sais que oui. Mais parfois, on a besoin de vivre séparément pour mieux s'aimer. Il me serra alors dans ses bras, fort et fort. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, mon petit. Plus que toutes les couleurs du monde. Après leur départ, j'ai traversé la maison lentement. Pièce par pièce, souvenir par souvenir. La cuisine où j'avais cuisiné des milliers de repas. Le salon où j'avais plié des tonnes de linge. Le grenier où j'avais appris à me faire tout petit. Mais il n'était pas vide, pas vraiment. Il était plein de possibilités. J'ai passé la première nuit dans la chambre principale, dans le lit que j'avais acheté, à regarder par les fenêtres que j'avais nettoyées, respirant l'air que j'avais gagné le droit de respirer. J'ai mieux dormi que depuis des années. L'hiver est arrivé, et avec lui, les choix. La maison était trop grande pour une seule personne. Trop pleine de souvenirs, bons et mauvais. Je pourrais louer des chambres, la transformer en chambre d'hôte, la remplir d'inconnus qui pourraient devenir des amis. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai créé une fondation. La Fondation Margot André pour la sécurité du logement des femmes. Pour les femmes qui avaient été exploitées financièrement par des membres de leur famille. Pour les femmes qui avaient perdu leur maison à cause de manipulations et de violences psychologiques. Pour les femmes qui avaient besoin d'un endroit sûr pour reconstruire leur vie. La maison est devenue un foyer de transition. 4 chambres, chacune un sanctuaire pour quelqu'un qui apprend à être à nouveau entier. J'ai gardé la suite parentale pour moi et j'ai ouvert mes portes aux femmes qui comprenaient ce que signifiait disparaître dans leur propre vie. Nous avons cuisiné ensemble dans la cuisine où j'avais été ignorée. Nous avons peint ensemble dans le salon où j'avais été invisible. Nous avons jardiné ensemble dans le jardin où je m'étais sentie autrefois comme une intruse. Nous avons guéri ensemble. Nicolas a appelé au printemps. Sa voix était différente, plus humble, plus douce. Maman, Marie et moi avons discuté. Nous voulons nous excuser. Vraiment nous excuser. Pourquoi, précisément? De t'avoir prise pour acquise. De t'avoir traitée comme si tu n'avais aucune importance. De t'avoir fait sentir indésirable chez toi. Je me suis assise dans mon jardin, observant les femmes qui vivaient avec moi maintenant. Sarah, qui avait été victime d'abus financiers de la part de son frère. Elena, qui avait été chassée par ses enfants adultes. Marie-Claire, qui avait tout donné à sa famille et qui s'était retrouvée sans rien. Vas-y, ai-je dit. Nous voulons arranger les choses. Nous voulons avoir une relation avec toi. Jules demande de tes nouvelles tous les jours. Quel genre de relation? Le genre où l'on te respecte, où l'on t'inclut, où l'on te traite comme un membre de la famille,
Pas comme on te traitait avant. Et à quoi cela ressemblerait-il? Dîner une fois par semaine. Vacances en famille. Jules passe les week-ends avec toi. Nous t'écoutons. Nous t'apprécions. Et si je dis non? On respectera ça aussi. Respect. Il y avait un mot que je n'avais pas entendu de sa part depuis des années. J'y réfléchirai, ai-je dit. J'y ai réfléchi. Pendant des semaines, j'y ai réfléchi. Jules grandissait sans moi. Nicolas apprenait à être père sans mon aide. Marie apprenait à être mère sans mon soutien. Et ils survivaient. Pas à l'épanouissement, peut-être, mais à la survie. Ils apprenaient à voler de leurs propres ailes, à faire leurs propres erreurs, à trouver leur propre voie. C'était exactement ce que j'espérais. Mais Jules était innocent dans tout ça. Jules m'avait aimé sans condition, sans attente, sans manipulation. Jules méritait d'avoir sa grand-mère dans sa vie. J'ai appelé Bernard. Je veux créer un fonds pour Jules, ai-je dit. L'éducation, le logement, tout ce dont il a besoin. Mais l'argent lui ira directement à 18 ans. Pas à ses parents. C'est sage. Et je veux mettre en place un droit de visite. Un droit légal. Donc si Nicolas et Marie décident de me punir en gardant Jules à l'écart, ils ne pourront pas. Sage aussi. Et je veux que la fondation continue de fonctionner. La maison reste un foyer de transition. J'y vis, mais elle n'est plus seulement à moi. Elle appartient aux femmes qui en ont besoin. Margot, tu laisses un bel héritage. Je crée ce dont j'avais besoin quand j'en avais besoin. Un endroit sûr. Un espace pour me souvenir de qui je suis. Une chance de prendre un nouveau départ. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit neutre, un parc où Jules pouvait jouer pendant que les adultes discutaient. Il a couru vers moi comme toujours, comme si rien n'avait changé, comme si l'amour était la chose la plus simple au monde. Peut-être que oui. Marie avait changé. Plus mince, certes, mais aussi, plus claire. Comme si elle avait été dans le brouillard et qu'elle voyait enfin clair. Margot, il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle dit pendant que Jules jouait sur les balançoires. Après ton départ, après notre déménagement, j'ai commencé une thérapie. Oh! Au début, j'étais en colère. En colère contre toi d'être parti, en colère contre Nicolas de ne pas s'être battu plus fort pour te garder, en colère contre les avocats, les tribunaux et toute cette situation. Et maintenant? Maintenant, je comprends. Je comprends que j'avais peur. Peur d'être mère, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas avoir le contrôle. Alors, je t'ai contrôlée. Je t'ai réduite à l'état de servitude pour me sentir plus grande. C'est très révélateur. C'est aussi impardonnable. J'ai pris ta gentillesse et je l'ai transformée en servitude. J'ai pris ton amour et je l'ai transformé en obligation. J'ai pris ta maison et je t'ai fait sentir sans abri. J'ai regardé mon petit-fils balancer ses jambes sur la balançoire, essayant de toucher le ciel avec ses pieds. Je te pardonne, ai-je dit. Les yeux de Marie se sont remplis de larmes. Pourquoi? Parce que le pardon ne te concerne pas. Il me concerne. Il s'agit de ne pas nourrir une colère inutile. Il s'agit de choisir la paix plutôt que l'amertume. Mais je ne mérite pas le pardon. Pardonner, ce n'est pas mériter. C'est guérir. Et je choisis de guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous? Ça veut dire qu'on recommence. Doucement. Prudemment. Avec des limites, du respect et de l'honnêteté. Et si on se trompe encore? Il y aura encore des conséquences. Mais j'espère qu'on est tous plus intelligents maintenant. Un dîner par mois. Pas une fois par semaine, je ne suis pas encore prête. Mais une fois par mois, chez moi, avec mes règles, à ma table. Jules passe un week-end sur 2 avec moi. Il a sa propre chambre, son propre chevalet, son propre espace pour être créatif, aimé et libre. On peint, on cuisine, on jardine ensemble. On parle de tout et de rien, comme le feraient des grands-mères et des petits-fils. Nicolas et Marie viennent au dîner de famille, mais ils ne passent pas la nuit. Ils ne font pas comme chez eux. Ils n'occupent pas ma cuisine, ne réorganisent pas mes meubles et ne supposent pas que mon temps leur appartient. Ils me demandent avant de venir. Ils me remercient en partant. Ils me traitent comme une personne, pas comme une ressource. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des moments de tension,
des échos de vieux schémas. Mais c'est honnête. C'est respectueux. C'est réel. Et c'est suffisant. La Fondation a aidé 37 femmes en 2 ans. Des femmes qui avaient été exploitées financièrement par des membres de leur famille. Des femmes qui avaient perdu leur maison à cause de manipulations et de violences psychologiques. Des femmes qui avaient oublié qu'elles étaient des personnes avec des droits, de la dignité et de la valeur. Certaines restent des semaines, d'autres des mois. Certaines emménagent dans leurs propres appartements, leur propre vie, leur propre nouveau départ. Certaines restent en contact, d'autres non. Toutes repartent différentes de ce à quoi elles étaient arrivées. Plus fortes, plus claires, plus elles-mêmes. Comme moi, je travaille sur une nouvelle série. Pas de peinture en colère cette fois, pas de nuages d'orage et de pièces vides. Celles-ci sont différentes. Des jardins qui poussent à l'état sauvage. Des portes s'ouvrant sur des sentiers ensoleillés. Des miroirs reflétant non pas des images déformées mais des visages clairs et honnêtes. Des femmes debout dans leurs propres espaces, s'appropriant leurs propres histoires, choisissant leur propre vie. J'appelle cette série « Après la tempête ». Parce que c'est ça, la vie après la tempête. La vie après la rupture. La vie après le choix. Ce n'est pas toujours facile. Il y a encore des jours où l'illusion de la famille, le rêve d'appartenance, le fantasme d'être utile me manque. Il y a encore des moments où je me demande si j'ai été trop dure, trop impitoyable, trop réticente à accepter moins que ce que je méritais. Mais ensuite, je me réveille dans mon propre lit, dans ma propre maison, entourée de femmes qui comprennent que l'amour ne doit pas vous diminuer, que la famille ne doit pas vous effacer, que la gentillesse ne doit pas devenir une cage. Et je me souviens, je ne suis pas trop. Je ne suis pas trop petite. Je suis exactement assez. Jules a 11 ans maintenant. Assez grande pour comprendre la complexité, assez grande pour poser des questions difficiles, assez grande pour mériter des réponses honnêtes. Il m'a trouvé dans mon atelier la semaine dernière, en train de peindre une toile couverte de portes, certaines s'ouvrant, d'autres se fermant, toutes menant vers un nouveau monde. Grand-mère, pourquoi nous as-tu quittés? J'ai posé mon pinceau et je l'ai regardé, vraiment regardé. Les yeux de son père, le menton têtu de sa mère, son esprit unique qui n'appartient qu'à lui. Assieds-toi, mon petit. Je vais te raconter une histoire. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de la prof d'art plastique qui avait oublié qu'elle était aussi une femme. De la grand-mère qui avait oublié qu'elle était aussi une personne. De la mère qui avait oublié qu'elle était aussi une fille méritant amour et respect. Je lui ai parlé de la maison devenue cage, de la gentillesse devenue arme, du silence devenu cri. Je lui ai parlé du choix, le choix difficile et nécessaire de se sauver elle-même au lieu de sauver les autres. Mais on avait besoin de toi, a-t-il dit. Tu en avais besoin. Et j'avais besoin de moi aussi. Et pendant trop longtemps, je l'ai oublié. Es-tu heureuse maintenant? Oui. Plus heureuse que lorsque tu vivais avec nous. Plus heureuse que lorsque je vivais comme je vivais avec toi. Mais Jules, je ne vivais pas avec toi. Je disparaissais avec toi. Il y a une différence. Je ne comprends pas. Quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit entier. Qu'il soit lui-même. Qu'il soit heureux. Ce qui se passait dans cette maison, ce n'était pas de l'amour. C'était un besoin. C'était de la commodité. C'était de la prise. Mais je t'aimais. Tu l'as fait. Tu m'aimes. Et je t'aime. Mais tes parents ne m'aimaient pas. Ils se servaient de moi. Et je les laissais faire parce que j'avais oublié que je méritais mieux. Et maintenant? Maintenant je me souviens. Maintenant je choisis. Maintenant je vis ma propre histoire au lieu de disparaître dans celle de quelqu'un d'autre. Il hocha la tête, sérieux et pensif. Je crois que je comprends. Que comprends-tu? Que l'amour n'est pas censé te rabaisser. Exactement. Et qu'on peut aimer quelqu'un et lui dire non. Exactement. Et que les adultes font aussi des erreurs. Les plus grosses erreurs. Mais aussi les plus grands choix. Et parfois, le choix le plus difficile est le bon. Le printemps est arrivé tôt cette année. Le jardin regorge déjà de possibilités. Des bulbes qui émergent du sol, des arbres qui bourgeonnent de nouvelles feuilles, le monde entier qui insiste pour recommencer. J'apprends à peindre à Elena. Elle a 63 ans, n'a jamais tenu un pinceau auparavant,
mais elle aborde la toile comme elle aborde sa propre vie, d'abord avec prudence, puis avec une confiance croissante. « Que dois-je peindre » demande-t-elle. « Que vois-tu en fermant les yeux ?»« Une porte, » répond-elle sans hésiter. « Une porte rouge vif. »« Alors, peins ça. » Elle le fait. Coup après coup, choix après choix, elle peint son chemin vers quelque chose de nouveau. Vers elle-même. Nous le faisons tous, à notre manière. Sarah apprend à gérer ses finances en suivant des cours au collège communautaire. Marie-Claire écrit son histoire, celle qu'elle n'aurait jamais cru que quiconque voudrait lire. J'apprends que la maison n'est pas un endroit qu'on vous offre, c'est un espace que l'on crée, une frontière que l'on maintient, un choix que l'on fait chaque jour. L'appel arrive un mardi soir d'avril. Nicolas, la voix tendue. Maman, Marie est enceinte. Je pose mon thé et regarde le jardin où Elena arrose les plants de tomates que nous avons plantés ensemble. Félicitations, dis-je, sincère. On voulait que tu le saches. On voulait te demander, on voulait savoir si tu aimerais t'impliquer. Quand le bébé arrivera. Impliquer. Un mot si prudent. Un mot si chargé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire qu'on veut bien faire les choses. On veut que tu sois grand-maman, pas celle que tu étais avant. Et moi, qu'étais-je avant? Tu étais tout. Tu étais la personne sur qui on comptait pour tout. Et ce n'était pas juste. Non, ce n'était pas juste. Cette fois, on veut demander, pas supposer. On veut t'inviter, pas exiger. On veut t'inclure, pas utiliser. Je regarde Elena se déplacer dans le jardin, sûre de ses mouvements, sûre de sa place dans cet espace que nous avons créé ensemble. Je serai grand-mère, dis-je. Mais je serai une grand-mère qui vivra chez elle, fera ses propres choix et dira non quand il le faudra. On comprend. Et toi? Parce qu'il ne s'agit pas de babysitting, de cuisine ou de ménage. Il ne s'agit pas que je sois ton filet de sécurité ou ton plan de secours. Il s'agit d'être la grand-mère de Jules et de ce bébé, de la manière qui convient à tout le monde. On comprend, répète-t-il, et cette fois, je le crois. Alors oui, j'aimerais m'impliquer. À mes conditions. À tes conditions. Exactement. Elle arrive en octobre. Charlotte. 3 kilos et 2 onces, avec les yeux de Marie, le menton têtu de Nicolas et son propre avenir parfait et sans aucun signe. Il me demande si je veux la tenir. Il ne suppose rien. Il ne me l'attendent pas comme si c'était mon travail. Il demande. Je dis oui. Elle est chaleureuse, petite et entièrement elle-même. Pas à moi pour la sauver, la réparer ou me sacrifier. Juste à moi pour l'aimer, soigneusement et complètement, de toute ma vie. Elle est belle, dis-je en la rendant à Marie. Merci, dit Marie. D'être venue. D'être là. Pour tout. Merci de m'avoir demandé d'être là au lieu de supposer que je le serais. C'est une petite différence, mais elle fait toute la différence. 2 ans que j'ai quitté cette maison. 2 ans se sont écoulés depuis que je me suis souvenu que j'étais une personne avec des droits, de la dignité et de la valeur. Je suis assise dans mon jardin et je regarde Sarah charger sa voiture. Elle emménage dans son propre appartement la semaine prochaine, prête à prendre un nouveau départ à 58 ans. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Est-ce que cet endroit va te manquer? Demande-t-elle. Non, dis-je. Je vais l'emporter avec moi. Le sentiment de cet endroit. Le sentiment d'appartenir à moi-même. Et si tu te sens seul? Alors je me souviendrai qu'être seul n'est pas la même chose qu'être seul. Et être entouré de gens qui ne te voient pas, c'est le sentiment le plus solitaire qui soit. Elle hoche la tête, compréhensive. Nous nous comprenons tous ici. Nous avons tous appris la différence entre être désiré et être nécessaire, entre être aimé et être utilisé, entre être de la famille et être un meuble. Tu veux rester en contact? Demande-t-elle. Si tu veux. Je veux. Alors je le ferai. Chaque jour, je choisis. Je choisis de me réveiller dans mon propre lit, dans ma propre maison, dans ma propre vie. Je choisis de peindre ce que je vois, de ressentir ce que je ressens, de dire ce que je pense. Je choisis d'aimer Jules et Charlotte sans me sacrifier pour eux. Je choisis de pardonner à Nicolas et Marie sans oublier ce qu'ils ont fait. Je choisis d'être entière.
Ce n'est pas toujours facile. Il y a encore des moments où les vieux schémas m'appellent, où le poids familier d'être nécessaire ressemble à de l'amour. Il y a encore des jours où je me demande si je suis trop égoïste, trop exigeante, trop réticente à me plier. Mais ensuite je me souviens, j'ai plié pendant 43 ans. Je me suis sacrifiée pendant 43 ans. J'ai disparu pendant 43 ans. Et cela n'a jamais rendu personne heureux. Pas vraiment. Pas durablement. L'amour qui exige de disparaître n'est pas de l'amour. C'est un besoin. C'est une commodité. C'est le genre de transaction qui diminue toutes les personnes impliquées. Le véritable amour, celui que j'apprends à donner et à recevoir, laisse de la place à chacun pour être entier. Les fondations ont grandi. Nous avons maintenant 3 maisons au service des femmes de la région. Des femmes qui ont été exploitées financièrement par des membres de leur famille. Des femmes qui ont perdu leur maison à cause de manipulation et de violences psychologiques. Des femmes qui ont oublié qu'elles étaient des personnes avec des droits, de la dignité et de la valeur. Chaque femme qui franchit nos portes porte une histoire. Chaque histoire est différente, mais les thèmes sont les mêmes. La gentillesse instrumentalisée, l'amour conditionnel, la famille utilisée comme une cage. Et chaque femme qui porte quelque chose de nouveau. La conscience qu'elle mérite mieux, les compétences pour l'exiger, la force de se choisir elle-même. Je ne les sauve pas. Je ne les répare pas. Je leur montre juste à quoi ça ressemble de vivre sa propre vie, de faire ses propres choix, de dire non quand il le faut. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Jules a 13 ans maintenant. Grand et réfléchi, avec un œil d'artiste et des questions de philosophe. Il vient nous rendre visite un week-end sur 2, comme convenu. Aujourd'hui, il peint à côté de moi dans l'atelier. Sa toile représente une maison avec de nombreuses fenêtres, chacune rayonnant d'une lumière chaude. « De quoi parle ta peinture ?» je demande. « Elle parle de chez toi, » dit-il. « Que la maison n'est pas seulement l'endroit où l'on vit. C'est l'endroit où l'on peut être soi-même. » « Et c'est où pour toi ? » « Plein d'endroits. Avec maman et papa. Avec toi. À l'école avec mes amis. Même tout seul parfois. C'est très sage. Je l'ai appris de toi. Que as-tu appris ? Qu'on peut aimer les gens tout en ayant besoin de son propre espace. Qu'on peut être une famille tout en étant soi-même. Que dire non ne signifie pas qu'on s'en fiche. Je le regarde vraiment. Ce garçon qui a été utilisé comme une arme contre moi, qui était pris au piège de choix d'adulte, et qui, d'une manière ou d'une autre, en est ressorti avec lucidité et sagesse. « Je suis fier de toi, » dis-je. « Pourquoi ? Pour être toi-même. Pour ne pas essayer de réparer les autres. Pour comprendre que l'amour n'est pas une question de sacrifice. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de voir quelqu'un clairement et de le choisir quand même. Il s'agit de laisser à chacun la place d'être entier. Il s'agit de se soucier suffisamment des autres pour les laisser faire leurs propres erreurs. C'est ce que tu as fait avec papa et Marie. Finalement, il m'a fallu du temps pour l'apprendre. Mais tu l'as appris. Je l'ai appris. Et maintenant, je te l'apprends. La toile est terminée. Le dernier volet de la série, Après la tempête. Il montre une femme debout dans un jardin, entourée de portes, certaines ouvertes, d'autres fermées, toutes menant vers un nouvel endroit. Son visage est tourné vers le soleil, ses mains sont ouvertes, sa posture évoque celle de quelqu'un qui s'est choisi. C'est moi. C'est chaque femme qui a dû choisir entre être aimée et être entière. C'est le choix qui ne devrait pas être fait, mais qui doit parfois l'être. Je signe dans un coin, Margot André, 2024. Pour chaque femme qui se souvient. Elena me trouve devant, perdue dans ses pensées. C'est magnifique, dit-elle. C'est terminé. Le tableau ? Le tableau. La guérison. Le devenir. Tout. Et maintenant ? Maintenant, je continue à vivre. Je continue à choisir. Je continue à me rappeler que je suis suffisante, exactement telle que je suis. Elle hoche la tête, compréhensive. Nous comprenons tous ici. Nous avons tous appris la même leçon. On ne peut pas aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas suffisamment pour exiger mieux. J'ai 70 ans maintenant. 4 ans que j'ai quitté cette maison, 4 ans que je me suis souvenu de qui j'étais au-delà de ceux que je servais. La fondation prospère.
Jules et Charlotte connaissent leur grand-mère comme une personne, pas comme un service. Nicolas et Marie ont appris à voler de leurs propres ailes, à faire leurs propres choix, à demander au lieu de supposer. Et je vis ma propre vie, je peins mes propres tableaux, je fais mes propres choix chaque jour. Parfois, on me demande si je regrette. Si j'aurais aimé rester, si je me trouve trop dur, si la simplicité d'être nécessaire me manque. La réponse est non. À tout cela. Je regrette d'avoir mis si longtemps à me souvenir de ma valeur. Je regrette d'avoir appris à mon fils à profiter de la générosité. Je regrette d'avoir montré à ma belle-fille que l'amour pouvait être une arme. Mais je ne regrette pas de m'être choisi. Je ne regrette pas d'avoir exigé le respect. Je ne regrette pas d'avoir quitté une vie qui m'effaçait peu à peu. Parce que voici ce que je sais maintenant, on ne peut pas aimer les autres à partir d'un vide. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas être un membre de la famille de gens qui refusent de te voir comme une personne. Et parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire est de dire non. Parfois, la chose la plus généreuse que tu puisses faire est de cesser de donner. Parfois, la chose la plus familiale que tu puisses faire est d'insister pour être traité comme un membre de la famille. J'ai 70 ans. Je suis propriétaire de ma maison, je fais mes propres choix, je vis ma propre vie. Je suis une grand-mère qui se présente comme une personne, pas comme un service. Je suis une femme qui a appris presque trop tard que l'amour sans respect n'est qu'un besoin de porter un plus joli nom. Et je suis suffisante. Exactement comme je suis. Enfin, complètement, sans complexe. On dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai appris quelque chose qu'on ne vous dit pas, le sang peut se transformer en poison si on le laisse trop longtemps en silence. J'ai choisi de parler. J'ai choisi d'agir. J'ai choisi de me rappeler que j'étais une personne méritant l'amour, pas seulement quelqu'un capable d'en donner. Si vous écoutez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous êtes celui qui dort dans la chambre d'amis de votre propre vie, si vous êtes celui qui disparaît morceau par morceau, si vous êtes celui qui a oublié que vous comptez, alors ceci est pour vous. Vous comptez. Vous méritez le respect. Vous méritez d'être vu, entendu et valorisé. Vous méritez de vivre votre propre vie, de faire vos propres choix, de dire non quand vous en avez besoin. Et s'ils ne peuvent pas vous aimer tant que vous êtes entier, alors ils ne vous aiment pas du tout. Ils aiment ce que vous faites pour eux. Ils aiment ce que vous leur faites ressentir. Ils aiment la commodité de votre sacrifice. Mais ils ne vous aiment pas. Le véritable amour laisse de la place à chacun pour être entier. Le véritable amour ne vous oblige pas à disparaître. Le véritable amour vous voit clairement et vous choisit quand même. Choisissez-vous. Exigez mieux. Partez si vous le devez. Il n'est jamais trop tard pour se rappeler qui vous êtes. Je suis Margot André. J'ai 70 ans. Je suis professeur d'art, grand-mère, une femme qui a appris à se choisir. Et je suis suffisante. Exactement comme je suis.